Bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen. Aujourd'hui, nous recevons notre ami Serge Petit-Demange. Bonjour Serge. Bonjour Anne. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir C'est moi qui te remercie. Bah écoute, c'est avec un grand plaisir que je te reçois sur Reporter Citoyen. Pour nos auditeurs, on va essayer quand même de passer à une petite présentation avant de démarrer, puisque Oui. bon, comme on a des auditeurs en Belgique, comme tu le sais, et dans d'autres pays, comme ça, on voit qui tu es, et puis on peut entamer éventuellement notre conversation. Ça va? D'accord. Voilà, je te laisse. Voilà, bien. Eh bien, mes chers amis, bonjour. Amis belges, bonjour, et principalement aussi, particulièrement, je dirais, les adhérents de Renaissance française qui sont d'origine belge. Voilà, il y en a, tout simplement. Voilà, je suis officier marinier de la Marine nationale en retraite. J'ai quitté la Marine nationale avec le grade de premier maître de réserve. J'ai fait une deuxième carrière dans le civil. Bon, j'ai été simple commercial dans la plus grosse société d'alarme de France pour terminer chef des ventes. Et ensuite, je suis passé dans une autre société de l'air toulonnaise où j'ai été engagé comme directeur commercial France d'une société mandataire. Ensuite, bon, il y a eu un petit problème de famille, comme il y en a tellement en ce moment. J'ai repris les rênes de ma destinée et en 2002, et, ayant été victime un jour, mais très gravement, je dis bien, parce que j'ai comme fait 2 mois d'hôpital, d'un accident de la circulation, je m'étais juré que je ferais quelque chose. Alors, c'est déjà bien de dire qu'on fera quelque chose, mais ce quelque chose, il faut le préciser. Je l'ai trouvé. Je suis tout simplement parti en guerre contre les criminels de la route. Tout simplement. Alors, je dois dire que ça a été un tollé général, parce que certains n'ont pas compris, mais on va dire que globalement, je sais que j'ai sauvé des vies. Et pour moi, c'est ça qui compte. Mais rapidement, avec cette association qui s'appelle toujours Zen et Courtois, je me suis aperçu que ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. Pour ma gouverne personnelle, il faut le savoir que le président de l'époque, Jacques Chirac, a repris certains de mes propos dans son discours quand il a déclaré, quand il a fait de la sécurité routière l'un de ses 3 grands chantiers. J'avoue que ça m'a fait plaisir. Mais bon, le plaisir ne suffit pas dans ces cas-là. Oui, c'est vrai, je suis parti sur les routes, mais pas pour dénoncer systématiquement, mais je refuse qu'on mette ma vie en danger, ainsi que celle de mes amis, de ma famille, etc., etc. Je veux dire que si on respecte le code de la route, je l'ai entendu un jour, il ne peut pas y avoir d'accident. Et quand on est mort sur la route, je veux dire, c'est fini, quoi. C'est trop bête de mourir comme ça. C'est déjà bête de mourir, mais alors stupidement dans un accident, je ne suis pas d'accord. Donc, je l'ai fait savoir. Donc, comme je disais, je me suis aperçu très rapidement que l'association Zen et Courtois ne suffisait pas pour ce que j'avais en tête. Et j'ai décidé de créer carrément un parti politique. Alors, ce matin-là, je me souviens très bien, j'ai téléphoné au ministère de l'Intérieur pour savoir quels étaient les statuts spéciaux pour créer une association à but politique. Et la dame que j'ai eu au téléphone, Pauline, m'a dit, mais tout simplement, c'est une association, loi 1901, auquel il faut simplement présider à but politique. Bon, enfin, j'ai été étonné que ce soit si simple. C'est fait. Et c'est ainsi qu'est né, le 29 octobre 2005, le mouvement pour le renouveau d'une république démocratique et citoyenne. C'est un titre très long. Je l'ai fait exprès pour me démarquer de tout ce qui existait à l'époque. Le temps passe. C'est vrai que je tape quand même fort. Je ne suis pas d'un naturel à me laisser faire. Là, la chose est claire. Je suis respectueux, mais comme je le dis quelquefois, tu me cherches, tu me trouves. Bien. Un homme de caractère, c'est très bien. Oui, mais je veux dire, pas stupide. Je veux dire, je ne pars pas en guerre systématiquement pour le plaisir. Il y a des anomalies et j'entends apporter ma contribution pour atténuer tout cela. Je peux vous dire que depuis Petit Demange, j'ai connu. J'ai une belle chose à vous raconter, croyez-moi. Bien. Mais justement, c'est ça qui est intéressant parce que tu apportes quand même des informations qui sont un peu troublantes. Hein. Au départ, quand on avait... C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ça, c'est vrai, oui. Donc, de là, nous avons changé le nom. Pour le raccourcir, c'est devenu Renaissance de la République française. Et j'ai un ami qui est docteur en droit, qui n'est pas le rigolo que
qu'on a vu sévir dans les... Enfin, bref, celui-là, je ne vais même pas en parler, il n'est rien. On ne parle pas de quelque chose qui n'est rien. Non, mais cette personne-là, qui s'appelle Philippe Portamal-Abattu, qui a fait lui-même des vidéos, m'apprend quelque chose d'assez ahurissant. La France, toutes les lois n'ont jamais été, comment dirais, pas proclamées, mais ratifiées par le roi. La France n'a pas de constitution depuis la Troisième République. Oh là 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 là, moi je ne m'emballe pas. Je ne m'emballe pas, mais je mettrai ça de côté tout à l'heure parce que l'un complète l'autre. Donc, je m'aperçois d'une chose, c'est que je rencontre aussi une amie qui est royaliste et qui me dit, mais Serge, vous vous sabordez d'un tiers de la France parce que ce que vous faites, c'est super, seulement République, le mot ne passe pas. Puis je me suis dit, après tout, c'est vrai, si j'enlève République, j'agrandis mon éventail d'informations. Mais dedans restent des républicains et des royalistes. Donc, j'y gagne. Et c'est ce que j'ai fait. Le nom actuel du mouvement que j'ai créé il y a plus de 18 ans maintenant, il va y avoir 19 ans, donc le 29 octobre prochain, s'appelle Renaissance française. Les initiales qui sont là. Voilà. Merci beaucoup pour les informations. Et à l'heure actuelle, donc voilà, on était en période électorale comment vois-tu ce qui s'est passé? Alors, avant de parler de la période électorale d'aujourd'hui, il me semble nécessaire de bien comprendre ce qu'est la réalité de la Ve République. Tu es d'accord, Anne? Je te laisse faire, je suis. Bien. Alors voilà, nous allons remonter, il faut le dire, à un personnage illustre de la France, le général de Gaulle. Le général de Gaulle, avant d'être général, il était colonel dans l'armée. Voilà. Au mois de mai 1940, il commet un fait d'armes qui, comment dirais-je, ce fait d'armes est connu donc du gouvernement de l'époque, du gouvernement de Paul Reynaud, qui le nomme pour compter du 1er juin, enfin qui le nomme général de brigade à titre temporaire pour compter du 1er juin, c'est-à-dire général 2 étoiles. Fort de la prestance, de la personnalité du personnage, De Gaulle entre aussi au gouvernement de Paul Reynaud. Nous sommes donc le 1er juin, le colonel De Gaulle est général de brigade à titre temporaire. Le 17 juin, c'est-à-dire 17 jours plus tard, poussé à la démission, Paul Reynaud, le président du Conseil, démissionne. Il est aussitôt remplacé par Philippe Pétain, le fameux Philippe Pétain, le vainqueur de Verdun, le maréchal Pétain. Ne souillons pas quand même son image. Voyant que ça tournait très mal pour son pays, De Gaulle prend l'avion et s'exile à Londres. Le lendemain 18 juin, De Gaulle fait son fameux discours. Il restera pour toujours dans l'histoire de France. La chose est claire. Ça ne plaît pas au gouvernement de Pétain, on va parler du gouvernement de Vichy, le gouvernement des collabos, avec les Boches. Quand je parle des Boches, c'est volontairement vulgaire, c'est pour faire la différence avec l'Allemagne normale et l'Allemagne nazie. Je précise quand même que j'apprécie parce que tu fais la part des choses quand même en disant qu'il ne faut pas salir de côté, mais tu dis quand même les choses réalistes, donc tu es assez entier, donc c'est très bien. Je voulais préciser c'est le meilleur moyen pour se faire entendre, pour se faire comprendre aussi par la majorité. Si c'est pour parler dans un violon, j'allais dire, il y a une expression française qui dit « ici dans un violon pour faire de la musique », je ne vois pas à quoi ça sert. Donc je dis les choses telles que d'abord je les ressens et telles que les Français en parlent entre eux. C'est pourtant pas difficile à comprendre. On est d'accord, Anne? On est d'accord. Voilà. Donc, De Gaulle, il est un petit peu gêné, enfin gêné. Il n'est pas d'accord avec ce qui se passe avec Philippe Pétain, le gouvernement de Vichy. Son supérieur hiérarchique, le général Weygand, lui ordonne de rentrer en France. De Gaulle refuse. Le 22 juin, c'est le jour de la signature de l'armistice entre l'Allemagne nazie, entre les Boches nazis victorieux et la France vaincue. Mais ce jour-là aussi, le 22 juin,
Le gouvernement de Vichy, la promotion au grade de général de brigade de Gaulle. Ce qui veut dire, j'ai bien dit annuler et non pas rétrogradé. Sa promotion de général n'a jamais existé. De Gaulle n'est pas général, De Gaulle est colonel. Et j'en veux pour preuve que jusqu'à la fin de sa vie, il a perçu une retraite de colonel. Ça n'enlève absolument rien à sa bravoure, à ce qu'il a fait pour la France. Mais moi, j'ai des choses qui sont claires. Principalement depuis des années, où sous couvert du général de Gaulle, on cache les pires des méfaits pour la France et pour le peuple. Et je ne suis pas d'accord. Donc le meilleur moyen, c'est, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas ressusciter De Gaulle. Je ne salis pas sa mémoire. Ça, je m'en garde. Parce que, comment dirais-je, j'ai encore beaucoup de respect pour le militaire. Pour l'homme politique, c'est autre chose. Donc, De Gaulle est rétrogradé, et sa promotion est annulée. Je pense qu'alors, ça lui est quand même tempête sous un crâne. Ça lui est très difficile. D'ailleurs, il a eu une réflexion après. Mais ça ne suffisait pas au gouvernement de Vichy. Le 4 juillet, un tribunal de Toulouse condamne De Gaulle. On n'a pas entendu parce qu'il y a une connexion qui est un peu faible. Ah. Non. Le 4 juillet, qu'est-ce qui se passe au tribunal? Le 4 juillet, le tribunal de Toulouse condamne le colonel De Gaulle. J'ai là, hein, je crois que je le voyais. Pas celui-là, je ne l'ai pas trouvé. Mais on le sait, c'est dans l'histoire, ça. Le 4 juillet, je répète, le 4 juillet 1940, un tribunal de Toulouse condamne le colonel De Gaulle à 4 ans de prison. Ah. Mais ça ne suffisait pas à ses collabos de Vichy. Le 2 août 1940, à Clermont-Ferrand, 6 officiers généraux, je dis bien 6 officiers généraux, des militaires, condamnent le colonel De Gaulle à mort contumace. C'est étonnant. Quand on est en pleine guerre, des officiers généraux, des voies lactées, comme je les appelle, parce que plus il y a d'étoiles, c'est un peu comme certains officiers, quand ils ont des cerceaux autour de la casquette, on parle des tonneaux. Les tonneaux, plus ils ont de cerceaux, plus ils sont pourris. C'est pareil pour les étoiles à ce niveau-là. C'est écœurant ce qu'ils ont fait. Donc, quand on n'a pas le courage de se battre, au moins on respecte celui qui lève l'épée contre l'ennemi, contre l'occupant ennemi. On ne le combat pas. Ça, c'est mon état d'esprit. Je suis resté militaire. Ça s'entend, hein? Tu es sévère. Mais sévère, mais juste. Il n'y a qu'avec des mots comme ça qu'on arrivera, des mots percutants, qu'on arrivera à faire comprendre ce qui se passe réellement. Parce que le problème de la France ne fait que commencer. Il ne fait que commencer. La guerre continue. Je dis bien, je précise aussi que immédiatement, dès que Philippe Pétain est nommé président du Conseil de la Troisième République, donc avec le président Albert Lorrain, Philippe Pétain interdit la franc-maçonnerie. Je tiens à cette précision, nous verrons plus tard pourquoi. En 1943, la guerre continue, il n'y a pas de problème. De Gaulle, sans aucune légitimité, il se portait toujours les 2 étoiles, de façon usurpatrice. Il faut le dire, il n'était plus général. Et c'est là où je ne suis pas d'accord. Mmh. Je dis que si quelqu'un a besoin d'étoiles pour exister, c'est qu'il n'existe pas, c'est qu'il n'est pas bon. Je dis même, alors là c'est un petit peu trivial, hein, un chef, même à poil, il reste un chef. Il n'a pas besoin d'artifice pour être un chef. C'est ainsi que je conçois la chose. Je pense que entre nous, Anne, ça va passer. Il y en a plus d'un qui va avoir un sourire. Ah ben écoute, moi, bon, l'essentiel, je dis, c'est qu'on laisse la parole. Donc s'il y a même eu un retour, et je veux dire qu'il y a un retour de réponse, pour moi, c'est oui. OK. Hein, on est bien d'accord, je veux dire. Oui. Open. C'est bon? C'est parfait. Alors, en 1943, sans aucune légitimité, De Gaulle rétablit la franc-maçonnerie, quelle que soit l'obédience. C'est là qu'il a fait une erreur. Mais bon, je pense, je n'ai pas trouvé je n'ai pas trouvé la preuve, mais je suis persuadé que De Gaulle était lui-même un franc-maçon. Bon. Donc, 1943, il rétablit la Constitution,
Constitution. La La franc-maçonnerie. Constitution, ça viendra tout à l'heure, oui. En 1944, on vient de le fêter, les Alliés, et non pas que les Américains, il n'y en a eu que pour les Américains. Alors les Canadiens, les Anglais, les Russes. Australiens et les autres, les Russes n'ont pas débarqué. Les Russes n'ont pas débarqué en France. On est bien d'accord? Mais les Russes, qui ont quand même laissé à peu près 27 millions de morts au cours de la Deuxième Guerre mondiale, ce sont eux qui ont, comment dirais-je, qui ont mis à bas le régime de Berlin. Parce que ce sont eux qui sont rentrés dans Berlin. On est d'accord là-dessus? Exactement. Ouais. Très bien. Bon. Donc, le débarquement, les Américains, il n'y a pas que les Américains, mais bon, ouais, je ne veux pas entamer la polémique là-dessus, ça ne m'intéresse pas. J'ai une opinion de l'Amérique qui n'est pas très favorable, mais bon, c'est pas grave. Donc, 1944, le débarquement, en août 1944, la libération de Paris, fin décembre, courant décembre 1944, De Gaulle est nommé chef du gouvernement provisoire. Provisoire, du gouvernement. Bien. Évidemment, on sent que la guerre va se terminer, que les Boches ont perdu, que les Allemands nazis ont perdu. Tous les partis politiques se rapprochent à nouveau de Gaulle parce qu'ils savent qu'il va bientôt y avoir, je ne dirais pas la paix, mais au moins l'armistice, la fin de la guerre, et qu'il va falloir reformer un gouvernement pour gérer la France. Alors, chacun tire la couverture à soi. Il y a des tractations qui sont absolument inouïes. Je ne vais pas en faire état là parce qu'on ne s'en tirait pas. De Gaulle commence à être un petit peu agacé. Son truc à lui, et là il avait raison, chef de l'État, en aucun cas, ne doit être issu d'un parti politique. S'il y a un parti politique dont le chef de l'État doit être issu, c'est que, comment je pourrais dire, quelqu'un d'avoir un message qui est intéressant. Le chef de l'État, donc, est issu d'un parti politique, eh bien, le parti politique, c'est le parti de la France. Et non pas tel ou tel parti socialiste, droite, gauche, devant, derrière, dessus, du tout. C'est stupide. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui avec ça. Bref, n'ayant pas réussi à trouver d'accord, il démissionne en janvier 1946 et commence pour lui ce qu'on a appelé la traversée du désert. Et en 1946, le 24 octobre 1946, naît la 4e République. Le président de la République, de la 4e République, le premier président, Vincent Auriol, socialiste, est élu le 17 janvier 1947. Et c'est ce jour-là, le 17 janvier 1947, que curieusement, la France a un numéro de registre de commerce. Alors pourquoi? On l'a trouvé, c'est plus, c'est certain, mais alors pourquoi? On s'en doute bien maintenant, mais c'est quand même un petit peu troublant. Bon. Donc la France, elle n'est plus république, c'est une société anonyme avec un PDG à la tête, et non plus une république avec un président de république à la tête. Donc en 1947, Vincent Auriol est président de la République. Tant bien que mal, ça se passe, mais on sent déjà qu'il se passe des choses outre-Méditerranée, en Algérie. Il y a le feu couvre, il faut le dire, ouais, le feu couvre. En 1954... Est-ce que je peux te demander de te rapprocher légèrement du micro? Du micro? Oui. Juste un tout petit peu. Parce qu'on m'entend mal de temps en temps. On m'entend mal parce que je n'ai pas de micro, c'est directement le téléphone qui prend. Non, avancez peut-être un tout petit peu. Ah oui, mais si j'en bats, c'est le cadrage qui n'ira plus. Ta chaise, simplement. Tu ne sais pas avancer un tout petit peu ta chaise, non? Je suis bloqué à la table. Ça va, alors, c'est pas grave. OK? Bon. OK. Pardonne-moi, je prends un verre d'eau. Fais à ton aise. On est entre nous. Hein. On est entre quatre yeux. Oui, je pense qu'il y aura des coupures quand même, comme ça, non? Oui, bon, bah, écoute, tu sais. Un montage, mais bon, peu importe. Il n'y a pas de souci. Donc, en 1954, il se passe une chose. D'abord, c'est l'année de la fin du mandat de Vincent Auriol, 1947 plus 7 ans, 1954. René Coty est élu deuxième président de la 4e République. Mais le 1er novembre 1954, dans les Aurès, en Algérie, débute la guerre d'Algérie.
il y a un instituteur français et sa femme qui étaient partis en Algérie pour, je ne veux pas dire pour porter la bonne parole, mais pour enseigner, puisque l'Algérie, rappelons-le, était un département français. Mmh. L'Algérie avait des députés en France, des députés français. Ce n'était pas une colonie, comme on veut bien faire croire aujourd'hui. Donc, le 1er novembre 1954, M. Guy Monroe, instituteur, est lâchement assassiné par le Front de libération nationale de Ben Bella. C'est le premier mort de ce qui allait devenir la boucherie des événements d'Algérie. Mmh. Ils s'en sont suivis des exactions pas possibles. René Coty ne sait pas comment faire. 54, 55, 56, 57, 1958. Il ne s'en sort pas avec l'Algérie. Et il se souvient, René Coty, qu'il y a eu, il y a quelques années, un grand monsieur qui chaussait du 49, qui avait fait quelque chose pour la France. Et il rappelle, il nomme le colonel de Gaulle, et non pas le général de Gaulle, il nomme le colonel Charles de Gaulle, président du Conseil de la 4e République, pour compter du 1er juin 1958. De Gaulle accepte. Le 3 juin, de Gaulle fait voter une loi qui l'autorise à présenter un texte devant donner une nouvelle constitution à la France. Mmh. Très important. J'ai le texte de la loi, mais on ne va pas le passer parce que sinon on ne s'en sortirait pas. Mais c'est assez... Pardon? On mettra ça en lien pour les auditeurs. Oui, voilà, après, voilà. Donc, la loi est votée, de Gaulle est autorisé à, comment dirais-je, à pondre un texte qu'il présentera aux Français en référendum. Ce texte est écrit en 1 mois et 26 jours. Et il a été bâclé. Il a été bâclé. Est-ce que ce sont les événements d'Algérie qui ont influé sur la nécessité d'une certaine rapidité pour faire arriver de Gaulle au pouvoir? Ça, c'est écrit nulle part. Mais bon, c'est peut-être un petit peu facile à comprendre. Le 28 septembre 1958, de Gaulle, président du Conseil, propose aux Français un texte devant donner une 5e constitution. Ce texte il a été par référendum. Hein. Ce texte a été accepté par plus de 82%. Mmh. Plus de 82% des Français ont dit oui à ce texte. Donc, la 5e République est proclamée le 4 octobre 1958, pour paraître au journal officiel le 5. Voilà. Donc, le 4 octobre 1958, paraît, la 5e République est née. Dedans, il y a quelques articles qui sont très intéressants. Je vais en citer 2. Le premier, c'est l'article 8. Ça, c'est de tête, hein, parce que je suis tellement passionné que je n'ai même plus besoin de papier maintenant. Ouais. Le 8 octobre, non, je ne raconte pas de bêtises. Donc, le 4 octobre, voilà. Le 4 octobre, donc, la 5e République est née. L'article 8 de la Constitution dit que le président de la République nomme le Premier ministre. Mmh. Nous sommes bien d'accord que nous sommes en 5e République, nous ne sommes plus en 4e. Nous ne parlons plus de présidence du Conseil, mais de Premier ministre. C'est clair? C'est dans la Constitution. René Coty ne nomme pas Charles de Gaulle Premier ministre. Ça, c'est un point. Mmh. Je vais aller plus loin. On passe les différents articles. Article 65. C'est l'option schématique. Hein. L'article 65. Le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Comment un président de la République, chef de l'exécutif, peut-il présider un organe de l'autorité judiciaire de par la séparation des pouvoirs chère à Montesquieu? C'est tout simplement impossible. Et c'est là où le bas blesse. C'est que dans la Constitution, il y a un préambule. Et dans ce préambule, il est fait référence
à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, dont l'article 16 est on ne peut plus explicite et indiscutable. Société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée. Alors ces droits, ce sont ceux qui figurent à l'article 2 de la même déclaration. Ils sont quatre, enfin, peu importe, voilà. Ni la séparation des pouvoirs déterminés n'a point de constitution. Il faut l'écrire en quelle langue pour que les gens comprennent. Il y a ou il n'y a pas de constitution. L'article 65 disant que le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature, qui est un organe de l'autorité judiciaire bien distincte dans la Constitution, comment se fait-il que le chef de l'exécutif peut contrôler le Conseil supérieur de la magistrature, qui s'occupe notamment de la gestion de la carrière des magistrats et de le côté, on va dire, discipline. Voilà. Donc pas de séparation de pouvoir. Voilà, la séparation des pouvoirs vole en éclats. Mais ça n'est pas tout. C'est que plus loin dans cet article 65, le président de la République nomme les 9 membres. Ça veut dire que comme j'ai la trouille, parce que j'ai fait le con, j'ai la trouille que la justice me mette en tôle, ben, je vais nommer les copains, comme ça, ben, ils vont m'arranger tout. Voilà ce qu'on fait des francs-maçons spéculatifs. Ok, d'accord. Donc on comprend mieux ce qui se passe à l'heure actuelle, en fait. Ben voilà. Il faut comprendre la chose. La République, la 5e République que l'on dit est née le 4 octobre 1958, elle est née ce jour-là. Nous ne sommes pas en 5e République. La 5e République n'existe pas. Ou alors, on se moque de la séparation des pouvoirs, et à ce moment-là, on parle plus de République. On parle de dictature. Et nous en sommes là. Alors, comment explique-t-on alors qu'il n'y a pas un constitutionnaliste alors qui aurait fait la démarche pour pouvoir aller jusqu'à... Alors, je reviens à mon ami Philippe Fortaba-Labattu, qui est docteur en droit. On s'est rencontrés, nous avons discuté beaucoup. Quand on échange, c'est très bien, c'est 4 heures de téléphone. Hein. On est 2 passionnés. Lui, il se bat sur le fait que les lois n'ont jamais été, comment dirais-je, proclamées par le roi. Bon, ok. Oui, et Philippe, il y a quand même autre chose, puisque on va dire que même la 2e République, qui est née en 1848, ben, n'existe pas. De 48 à 51, elle a duré 3 ans. Hein. Eh bien, déjà dès le départ, ça n'avait pas été promulgué par le roi, donc elle n'existe pas. On n'est jamais passé en 2e, en 3e, en 4e, encore moins en 5e, bien évidemment. Mais j'ai dit, Philippe, ce que je te propose, on ne peut pas faire parler les morts, contrairement à certains qui les font voter. Voilà. C'est une vache parce que de temps en temps, quand je peux la placer, je n'arrête pas. Là, parce que c'est drôle. Fais-toi plaisir. Voilà. Donc, Philippe, ce que je te propose, nous allons nous occuper des vivants, de ceux de maintenant, les Français de la 5e République, soi-disant. D'accord, ok. Et à partir de là, eh bien, nous parlons exactement de la même chose. Il a produit comment dirais-je, une douzaine de pages dans 12 articles où il dit, et il autorise justement ce qu'on utilise et les publier concernant donc comment dirais-je, le fait que ça n'ait pas été proclamé par le roi. Et moi, je m'occupe des vivants de la 5e République. La 5e République n'existe pas. Tous les présidents de la République, de Charles de Gaulle à Macron, sont tous des usurpateurs. Et tu vas voir, Anne, les répercussions, mais démentielles, fantastiques à la fois, dangereuses, et là on y attend plein dedans, que ça implique. Comme il n'y a pas de constitution, il n'y a donc pas de pouvoir exécutif. Il n'y a pas de pouvoir législatif. Il n'y a pas d'autorité judiciaire. Sans pouvoir exécutif, comme le président de la République, toutes les élections dont dépend l'existence de la Constitution, sans Constitution, toutes les élections sont illégitimes. Je ne dis pas illégales, c'est pire, c'est illégitime. Illégal, on pourrait toujours trouver quelque chose, mais quand c'est illégitime, c'est
Un coup de gomme, ça n'existe pas. Comme la promotion au grade de général de brigade à titre temporaire de Gaulle, ça a été annulé à compter du 1er juin, où son nouveau grade prenait effet. Il n'a jamais existé. C'est annulé. Quand c'est annulé, c'est annulé. Et bien là, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de constitution, il n'y a donc pas de possibilité d'accepter l'élection d'un président de la République. Mais ça commence avec De Gaulle, qui à l'époque, le 23. Je reviens à De Gaulle quand même après son histoire de la Constitution. Donc, De Gaulle n'est pas nommé Premier ministre par René Coty. Mais pour autant, lui, pour lui, c'est fait. Il est quand même toujours, il se dit président du Conseil, mais la présidence du Conseil est une appellation de la 4e République, pas de la 5e. Il n'est pas nommé Premier ministre, et donc il n'est pas chef de gouvernement. Il ne peut pas. Et tout ça, c'est écrit dans la Constitution. Mais voilà les erreurs. Et voilà ces erreurs sur lesquelles jouent les francs-maçons spéculatifs c'est ça, ils ont commis un coup d'État silencieux. Hein. C'est très clair. Hein. Qu'est-ce que fait De Gaulle aussi là? Il fait une bévue, mais je ne comprends pas. Ou alors, il avait un compte à régler avec la justice, mais je ne comprends pas ce qui s'est passé. Nous sommes le 21 décembre 1958. C'est encore un dimanche. Ce dimanche-là a lieu l'élection, le scrutin, qui va faire de lui le prochain président de la 5e République. On va imaginer qu'elle existe toujours. Hein. Elle est née le 4 octobre, et là, nous sommes le 21 décembre. Le 21 décembre, donc, a lieu ce scrutin qui, ça ne se faisait pas au suffrage universel à l'époque, c'était au suffrage indirect. Voilà. Donc, ce sont les grands électeurs qui élisaient le président de la République. De Gaulle remporte l'élection à 78%, mais pour autant, ce n'est pas parce qu'il remporte l'élection le 21 décembre 1958 qu'il devient président de la République. Il faut encore que le Conseil constitutionnel valide ces résultats. Ce sera fait le 8 janvier 1959. Suis bien maintenant, c'est important. Le dimanche 21 décembre, De Gaulle remporte l'élection, mais il n'est pas président de la République. Le lundi 22 décembre, sans aucune autorité, sans aucune légitimité, il n'est plus président du Conseil, il n'est pas Premier ministre, il n'est pas président de la République, il est un lambda, sans lui manquer de respect, un lambda comme moi, comme d'autres, voilà. Oui. De Gaulle, bon, l'ordonnance numéro 58 1270 du 22 décembre 1958, il place les procureurs de la République, c'est-à-dire une des composantes de l'autorité judiciaire, ce qu'on appelle les magistrats du parquet, il place les procureurs de la République sous l'autorité du ministre de la Justice. Ministre de la Justice, gouvernement, pouvoir exécutif. De Gaulle fait éclater, fait voler en éclats ce qu'il avait fait voter 2 mois et 18 jours avant par les Français, c'est-à-dire la Constitution. Il fait voler la Constitution en éclats parce qu'il viole la séparation des pouvoirs du fait de sa maîtrise concernant l'autorité judiciaire. C'est pourquoi pas difficile à comprendre, ça. Oui, et malgré tout, en fait, c'est passé comme bleu. Tu vois, mais c'est ahurissant. Alors, c'est vrai, ça fait 65 ans qu'on baigne dans le mensonge, qu'on baigne dans la duperie, quoi. C'est inouï. Alors, évidemment, ça, je reconnais que pour certains, et d'ailleurs, je n'en veux pas à ce monsieur, je te parlais tout à l'heure de la dernière conférence que j'ai faite en Vendée, où il y a eu un monsieur qui s'est levé, un monsieur de 70 ans, bon, on est à peu près dans les mêmes eaux, là, qui me dit, mais monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous parlez du général de Gaulle? J'ai dit, évidemment que je me rends compte, monsieur, alors, moi, ce n'est pas mon problème. Est-ce que vous, comme moi, monsieur, vous avez appris à lire à l'école? J'essaye de le désarmer un petit peu. Ah oui, bien sûr. Si vous savez lire, ben vous faites comme moi, vous prenez la Constitution, vous lisez. Et là, il s'est rassis. Parce que malheureusement, je ne veux pas dire que j'ai raison pour le plaisir d'avoir raison. Et non, c'est pas le but pour démolir la mémoire de quelqu'un, j'ai bien compris. C'est bien pour ça, c'est bien, merci Anne, merci. Mais je trouve que c'est bien pour ça que je dis bien. Oui. J'ai toujours le même respect pour le militaire. Quant au politique, il a foutu son pays en l'air.
Mhm. Parce qu'une constitution, c'est tout. Mhm. C'est la loi des lois. Quand un pays n'a pas de constitution, il est livré à lui-même. Et on voit ce que ça a donné dans certains pays, même avec une constitution. Nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas parce que nos aïeux de 1789 ont décidé dans la Déclaration des droits de l'homme que l'article 16 devait dire toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Alors, si on n'est pas d'accord avec ça, il existe des compagnies aériennes qui permettent à ces personnes d'aller vivre en Corée du Nord. Ils seront très bien là-bas. Mais en France, c'est comme ça que ça se passe. Ok. En plus, cette déclaration, elle a été reprise par quasiment tous les pays au monde. Quand on parle de la Déclaration des droits de l'homme, on ne parle pas de la Déclaration française des droits de l'homme. On parle de la Déclaration des droits de l'homme. C'est ça. Qui a servi de base à l'établissement d'autres déclarations depuis. Mhm. Tu vois? Donc, c'est quand même la référence des références. Et dans la hiérarchie des lois, dans la hiérarchie, ce qu'on appelle la pyramide de Kelsen, de Hans Kelsen, un Autrichien qui avait mis ça au point, et qui c'est très utile en droit constitutionnel, c'est passionnant. Hein. Eh bien, la Déclaration des droits de l'homme de 1789 est supérieure à la Constitution. Oui, c'est ça. Oui. Et à partir de là, ben, il n'y a plus la place pour la discussion. Il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui va, il n'y a plus la place pour la discussion. Alors, on va rire maintenant. On va rire. De Gaulle, donc, pour cet article-là, et les procureurs de la République, qui, bien évidemment, encore eux-mêmes, je suppose, tout ce système-là enfermé dans la problématique algérienne, personne ne réagit. Alors, il faut dire aussi qu'un certain membre de cette autorité judiciaire n'ont pas brillé par leur courage durant la guerre. Mhm. Et je n'irai pas plus loin. Il y a la collaboration, je veux dire, a servi pas mal. Mais bon, on ne refera pas l'histoire. C'est fait, c'est fait. Je pense que certains l'ont payé cher. Pour autant, il faut continuer d'avancer. Mais comment continuer d'avancer dans la légalité quand le statut même du pays est illégitime? N'existe pas même. N'existe pas. Nous n'avons aucun garde-fou réglementaire, légal, pour avancer. Quant à les lois, je parlais déjà des élections. Alors, je parle des élections. Les élections présidentielles, illégitimes. Législatives, députés et sénateurs, illégitimes. Les maires, illégitimes. Les conseillers généraux, départementaux, régionaux, illégitimes. Prud'homaux, illégitimes. Consulaires, comment dirais-je, les tribunaux de commerce, illégitimes. Comment dirais-je, l'élection européenne, illégitime, et nous allons y arriver. Je passe sur les affaires de... Donc, De Gaulle démissionne en 1969, Pompidou est remplacé, il a comme ministre des Affaires des Finances un certain Giscard d'Estaing, le 3 janvier 1973. Et pour moi, c'était passé inaperçu parce qu'à l'époque, en tant que marin, j'avais été muté à Tahiti. Donc, j'ai vécu 1 an et demi là-bas. Le 3 janvier 1973, Pompidou, avec Giscard, et le Premier ministre, je crois que c'était Pierre Messmer, un capitaine de la Légion, et bien évidemment Rothschild, nous y voilà, pondent une loi qui interdit à la France de s'emprunter à elle-même à la Banque de France. Je le rappelle, pour ceux qui le savent, et je l'apprends pour ceux qui ne savent pas, que Georges Pompidou est un ancien directeur général de la banque Rothschild. Ah tiens donc, ça me rappelle une histoire qui est plus récente. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est pas fini. Donc, la loi Pompidou-Giscard-Rothschild entre en vigueur le 3 janvier 1973, et que ça plaise ou non à ces messieurs de l'économie française, et notamment Bruno Le Maire qui a voulu mettre à genoux l'économie russe, pour passer pour un tordu, pour un plombé, lui, il s'est plombé lui-même, hein, mais bon, c'est son problème. Quand on est ministre des Finances, du budget, et qu'on ne sait pas qu'un hectare fait 10 000 mètres carrés, je veux dire, bon, on retourne à l'école. Hein. Je ferme la parenthèse. On n'a rien entendu. Alors, je reprends. Bon, il vaut mieux. Le 3 janvier 1973,
la loi Pompidou-Giscard-Rothschild entre en vigueur. C'est là qu'est née la dette publique. Parce que forcé d'emprunter sur le marché, eh bien, ma foi, ah ben oui, eh bien, ma foi, c'est tu tout m'as compris. intérêt. Ben oui. Voilà. Alors, donc, ça veut dire qu'en fait, la dette, elle n'est pas réelle, en fait. La dette, on ne doit d'argent à personne, sinon on marchait. Mais, voilà. Si je vais le dire tout de suite, nous allons partir d'un principe qui est très simple à comprendre. Nous, le peuple, nous n'avons pas voulu cela. Or, le peuple, qu'est-ce que c'est ce mouvement? Allô? Attends, oui, je t'entends, moi. Oui, il y a des grésillements. Ah, il y a des grésillements, non. Ah, bah, c'est peut-être. Ah oui, c'est possible. Voilà, voilà. Et ça va mieux ici? Ah, moi ça va, ils sont partis. Ça va, c'était. À mon avis, c'est parce que je dois mettre mon téléphone tout près pour charger, pour faire. Voilà. Ah oui, oui, c'est pas grave. Je préfère te le dire. Parce que, voilà. voilà. Près du micro, et à chaque fois que je le mets près du micro, c'est normal. Oui, c'est normal, voilà. Donc, cette loi passe. Mais entendons-nous bien, on n'a pas demandé l'avis au peuple. Et pourtant, le peuple, et c'est encore une des conneries qui existent dans la Constitution, le peuple est souverain au travers des référendums et de ses représentants. Non, on est souverain ou on ne l'est pas. Si on est souverain au travers d'eux, c'est qu'on n'est pas souverain soi-même. Parce que je veux dire en langue française, je n'ai pas de prétention. Mais moi, j'appelle un chat un chat. C'est tellement plus simple pour se comprendre après. Ah ben, le clair. peuple n'est pas souverain et le peuple, on lui a menti dans cette constitution encore. On l'a baladé. Mais nous étions, parce qu'il faut replacer ça dans le contexte de l'époque, nous étions en plein dans ces assassinats tous les jours, où on entendait à la radio les assassinats, les gens qui étaient étranglés, qui étaient égorgés, des atrocités tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et le peuple avait, les attentats, bien évidemment, le peuple avait peur. Et on ne s'est pas préoccupé de ça. Et je prétends, sans trop m'avancer, que De Gaulle a usé de ce climat de terreur pour faire passer, pour nous faire avaler des couleuvres. Je parle de Gaulle, le politique. Hein. Alors bon, voilà, je veux dire, c'est souvent le cas de créer des événements dramatiques pour pouvoir mettre. On crée un climat de peur, on propose la protection sous condition de, et puis ça passe. C'est pas moi, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Machiavel. Oui, tout à fait, oui, c'est voilà. Ça, c'est clair. De l'ingénierie sociale qui fonctionne. Oui, l'ingénierie sociale. Quel joli mot, parce que la définition par elle-même, elle est belle. Mais pour camoufler je dirais, des assassinats de masse. Parce que l'ingénierie sociale, le Covid en a fait partie. On est bien d'accord, ça c'est oui. On en a fait partie. Les deux tours à New York, comme d'autres choses. Voilà. Tout à fait. Alors, oui, tout à fait. Oh là là, là encore, on pourrait en dire. Hein. Mais bon, comme je l'ai dit, que chacun balaye devant la porte de son pays et je pense qu'on pourra trouver un terrain d'entente. Moi, je balaye pour ma France. C'est déjà pas mal. Et quand on sait le nombre de personnes qui, comment dirais-je, qui pavanent sur les plateaux, qui se croient ci, qui se croient ça, qui savent très bien, je sais parce que je les ai cités, hein, Monsieur Philippot, Monsieur Asselineau, Monsieur Nicolas Dupont-Aignan, qui sont des énarques, qui sont francs-maçons, ils savent très bien, ils ne peuvent pas ignorer à leur niveau que la France n'a pas de constitution. À cause de la violation de la séparation des pouvoirs, la France n'a jamais eu de constitution le 4 octobre 1958. Je les ai sollicités. Oui. Pardon, Anne. Je reprécise, donc il y a toujours une possibilité de droit de réponse à chaque fois. Donc voilà. Une petite, pardon, je n'ai pas compris, une petite quoi? Je dis, il y a toujours une possibilité de droit de réponse, donc je reprécise que s'ils ont besoin de s'exprimer. Ah oui, tout à fait. Mais je les ai sollicités, ils ne m'ont même pas répondu. Je les ai sollicités par recommandé. J'ai toujours les copies de ce que je fais. Tout ce que je fais, je l'écris. Donc, ils ont pris des recommandés qui vont bien, y compris Macron. Hein. Alors, je continue. Donc, on est en 58. De Gaulle viole une seconde fois en 2 mois, en moins de 3 mois, la séparation des pouvoirs. Donc, on ne parle plus de la Constitution. Mais pourquoi j'en suis arrivé à étudier à disséquer la Constitution? C'est que le 5 décembre, 2016, nous sommes
c'est Hollande qui est président de la République, Valls qui est Premier ministre, Urvoas, le fameux Urvoas de tout à l'heure, qui est ministre de la Justice, garde des Sceaux, quelques minutes avant de démissionner pour pouvoir se présenter à l'élection de son parti politique, c'est-à-dire le Parti socialiste, en vue d'être peut-être désigné comme candidat à l'élection présidentielle de 2017, Valls ont le décret numéro 2016-1675 qui place l'autorité judiciaire, on oublie de préciser ce qu'il en reste, puisqu'il y a déjà une partie de l'autorité judiciaire qui est sous l'autorité du ministre de la Justice. Là, l'ordonnance du numéro 58-1270 du 22 décembre 1958. Donc, ce qui reste de l'autorité judiciaire est placé sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ça, c'est le 5 décembre. Et il démissionne immédiatement après. Le courage fait homme. Le 6 décembre, paraît au journal officiel ce fameux décret. Et le premier président de la Cour de cassation, ainsi que le procureur général près la Cour de cassation, apprennent, en lisant le journal officiel, qu'ils viennent de passer, que le nouveau patron, ben c'est plus eux. C'est le pouvoir exécutif par l'intermédiaire du ministre de la Justice. Ils écrivent au Premier ministre, qui, c'est Cazeneuve qui a remplacé, Bernard Cazeneuve qui a remplacé Manuel Valls. Il y a eu un échange qui c'est d'un ridicule. À ce niveau-là, ça fait même peur. Mais je me suis dit, et c'est là que l'histoire est fantastique. Le 6 décembre, je dis bien, ça paraît au journal officiel. Le 7 décembre, je reçois un coup de fil, là, je tairai le nom. Un monsieur qui est le fils d'un ancien ministre de De Gaulle et qui a été aussi président du Sénat à l'époque. J'en dirai pas plus, par respect pour lui. Qui me dit, mais c'est incroyable, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est la violation de la séparation des pouvoirs. Alors, bien sûr, bon, j'ai fait un petit peu de droit, puis le fait que j'étais dans la marine, on était souvent en mer, je n'ai pas pu aller jusqu'à la fin, jusqu'au diplôme, mais ça m'avait tellement passionné que, on dirait que comme Obélix, hein, je suis tombé dedans. Parce que c'est l'histoire de France, mais c'est l'histoire de la vie des Français aussi en même temps. Voilà. Donc, je dis, mais c'est quand même pas normal. Alors là, je te dis pas le nombre de recommandés que j'ai envoyés. Parce que je travaille que comme ça, par recommandé. Il n'y a rien de mieux. Personne ne répond, bien évidemment. Mais je me suis dit, voyons voir. Il y a des gens qui me disent, mais pourtant, les procureurs de la République, ils sont sous le contrôle du ministre de la Justice. Et je dis, mais c'est pas normal, ça. Et je commence à gratter, et de gratter à gratter, je suis arrivé à ce que je viens de raconter concernant la 5e Constitution. C'est ça. Tu vois un petit peu, c'est-à-dire que je suis remonté du plus près au plus loin. C'est ça, oui. Je suis remonté totalement jusqu'à la naissance, et c'est là que j'ai tout découvert. Mais alors, donc toutes les élections sont illégales. On va faire la rétrospective. Il y a eu De Gaulle. De Gaulle en tant que premier président, comment dirais-je, élu au suffrage universel, pas au suffrage universel, au suffrage indirect. Et c'est lui qui a institué le suffrage universel, c'est-à-dire c'est le peuple qui élit le président de la République. Après De Gaulle, Pompidou. Après Pompidou, à la mort de Pompidou le 2 avril 1974, Giscard d'Estaing, le monsieur Avion renifleur et Diamant de Bocassa. Après, Mitterrand. Ah, Mitterrand. L'ennemi juré de De Gaulle, Mitterrand. Ah, mon Dieu. Enfin bref. Qui est réélu. Après Mitterrand, Jacques Chirac, le buveur de bière et le mangeur de pommes. C'était pas le plus mauvais, mais néanmoins, c'était un illégal, c'était un illégitime, c'était un usurpateur. Sans constitution, il ne peut pas y avoir d'élection présidentielle. Après, donc, il y a eu Sarkozy. Alors, nous allons... Sarkozy, ensuite Hollande et enfin, mon ami intime, Macron. Je reviens à Sarkozy. Avec quand même un petit retour en arrière avec Chirac. En 2005, Chirac est en cours de son 2e mandat, qui est le premier quinquennat de la Ve République. Il sait qu'il ne pourra pas faire un 3e mandat.
Ça n'est pas prévu dans la loi. On ne peut pas constitutionnellement parlant. Donc, au mois de mai, le 29 mai 2005, Chirac, par référendum, propose un texte qui a été écrit en majeure partie par Giscard, propose un traité qui devrait donner une constitution à l'Union européenne. Alors là, les gars, honnêtement, je vais vous dire, mesdames et messieurs, attachez votre ceinture parce que ça va secouer. Chirac propose ce référendum. Les Français disent non à plus de 54%. Il n'y a pas la place pour discuter. C'est non. Bon, voilà, ça ne fait pas le jeu du nouvel ordre mondial des Américains. Alors, à la fin de son mandat, il est donc remplacé par Nicolas Sarkozy de Nagui Boxa, un juif pas séfarade, ashkénaze, puisqu'il est d'Hongrie. Lui, ça ne lui plaît pas du tout. Il est donc élu en mai 2007. Le 7 novembre 2007, je dis bien le 7 novembre, quelques mois après son élection, Sarkozy aux États-Unis, à la capitale. Je vais le dire, j'ai trop de mémoire. À Washington. Voilà. À Washington, Sarkozy, au cours d'un congrès où il était invité, enfin peu importe, fait réintégrer de force, sans nous demander notre avis, fait réintégrer la France au sein de l'OTAN, là où De Gaulle nous en avait sorti en 1966. Sans référendum, sans rien du tout. Sans rien du tout, sans nous demander notre avis. Je rappelle que Sarkozy est illégitime en l'absence de constitution. Ça lui plaît pas, c'est pas mon problème. Sarkozy est un illégitime. Il ne peut pas y avoir d'élection présidentielle quand il n'y a pas de constitution. Bien. Mais ça n'est pas tout. Ce fameux traité-là, où on a dit non 2 ans auparavant, lui, ce qu'il fait, il modifie les emplacements des différents articles pour faire croire que c'est un nouveau texte. Et il le fait voter en décembre, le 13 décembre donc 2007, ce qui devient le traité de Lisbonne. Ce qui fait que sans nous demander notre avis, cette fois-ci, mais là où on avait donné notre avis 2 ans auparavant, où on avait dit niet, Sarkozy nous impose d'entrer au sein de l'Union européenne. C'est de la haute trahison. Sarkozy terminera, puisqu'il se disait le chef des armées, il terminera normalement devant un peloton d'exécution. Et je dis ça de manière très claire. C'est pas par méchanceté, par haine. C'est pas la haine qui m'anime. C'est l'amour de mon pays et de mes concitoyens. Sarkozy n'aurait jamais dû faire ça. Et chacun a en mémoire le fameux discours qu'il a fait un jour à propos du nouvel ordre mondial, parce que ça tenait à ça. Nous irons ensemble vers le nouvel ordre mondial. Oui. Et personne, je dis bien personne, comme il dit, ne pourra s'y opposer. Si Sarkozy, je suis le seul à m'être opposé. Moi. Parce que tous les autres ont baissé le pantalon devant toi. Moi, tu ne me fais pas peur. Alors, Sarkozy, il est élu pour 5 ans. Mais on sait que les choses vont tellement vite qu'il ne faut pas qu'il fasse un 2e mandat. Il a rempli sa part du contrat. Il nous a fait réintégrer dans l'OTAN. Et puis, le traité de Lisbonne. Arrive l'erreur de casting de l'histoire. Hollandouille. Pardon, Hollande. Excusez-moi. Hollande, le scooteriste. Ah là là. Celui qui ne sait faire que des gosses aux femmes sans les marier. Je suis dur, hein. Ben voilà, moi je te laisse dire. Donc voilà, on est chacun. Voilà. Mais bon, voilà, si c'est justifié, voilà. Évidemment, c'est justifié. Je n'apprécie pas. À ce niveau-là, on se doit d'avoir une certaine morale, une certaine éthique. On est bien d'accord, ne pas être terre d'achoppement pour la société, c'est sûr et certain. On a des règles à respecter, effectivement. Maintenant, je veux dire, on ne peut pas parler de vie privée. Je ne l'attaque pas dans sa vie privée, elle est publique. Lui qui parlait par une porte dérobée de l'Élysée de se faire conduire en scooter. Mais où on va? Mais qu'est-ce que ça veut dire? En scooter chez sa maîtresse?
Je veux dire, mais bien sûr qu'il a, il a le droit de faire, mais il y a un minimum. Flûte, on est quand même président de la République. C'est quand même pas, je veux dire, on n'est pas, je sais pas, on n'est pas patron d'un bar ou on est président de la République, si tant est qu'on admet qu'il y ait une constitution. Mais président de la République, c'est outre le prestige, c'est la représentation internationale. Mais qu'est-ce que ça veut dire que ces rigolos de kermesse qui nous font passer pour des cons aux yeux des instances internationales, pour des rigolos, parce qu'on est la risée du monde entier. C'est pas fini. Il y en a un autre qui a fait mieux. C'est celui qui l'a remplacé. Arrive Macron. Au mois de 2017, Monsieur Trump est président des États-Unis. Il a été élu, mais son mandat va se terminer dans 3 ans, en 2020. Nous, en 2017, on a Macron. Bon, Macron qui dit que quand il était ministre, non, il était simplement observateur, tout ça, mais c'est pas lui qui a signé les contrats avec les États-Unis pour vendre les fameuses turbines de l'usine Alstom de Belfort, où j'ai passé mon enfance, je connais bien la chose, voilà, qui depuis d'ailleurs ont été rachetés, hein, qui est exorbitant. Oui, ben, le double, le double. Ouais, donc, le double voire le triple. Mais ouais. On n'en aura jamais la preuve. Quoique, mais on sait très bien qu'il y a des enveloppes, non, à ce niveau-là, des valises qui ont été échangées. On se fait bien comprendre. Voilà. C'est ça. Donc, quand on se dit Mozart de la finance, ben, il faut en assumer, il faut assumer Mozart. Hein. Lui, c'est un rigolo de kermesse. Mais, et lui, j'en veux quand même un petit peu. On apprend l'affaire Benalla, c'est odieux, et le fameux discours du 24 juillet 2018, où dans une arrière-cour de l'Élysée, il s'adresse avec sa cour de pantin là autour, là. Oui, je suis le seul responsable qu'ils viennent me chercher. Non, Benalla n'est pas mon amant. Pardon? Un président de la République qui avoue que Benalla n'est pas son amant. Qu'est-ce que c'est ces histoires de cul? Mais qu'est-ce que c'est ces histoires-là? Mais où on est là? On est en France, dans la République, ou dans un bordel de campagne? Qu'est-ce que ça veut dire? Benalla n'est pas mon amant. Mais comment un président de la République peut-il sortir des choses pareilles? Et qu'ils viennent le chercher. Ça, ami Anne, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. À l'époque, je faisais des vidéos avec une certaine personne dont je me suis séparé parce que je n'aime ni les menteurs ni les traîtres. Je suis comme je suis. Mais ce que je suis, croyez-moi. Je viens chez cette personne-là, puis je lui dis, allez, Michel, je vais l'appeler, c'est pas son prénom. Michel, je vais aller chercher Macron à l'Élysée. Il me regarde, il dit, mais ça va pas, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, je vais aller chercher Macron à l'Élysée. Puisqu'il a dit, il faut aller le chercher. Moi, comme je sais que c'est un usurpateur, puisqu'il ne peut pas être président de la République sans constitution, il tombe sous le coup du code pénal, d'un article du code pénal, pour usurpation, je crois que c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et j'ai le droit, en tant que citoyen, moi, de tout citoyen à autorité, pour en appréhender l'auteur et le conduire devant un officier de police judiciaire le plus proche. Ah oui. Comme je sais lire, ben moi j'applique. Il me dit, mais comment tu vas faire? Oh, ben, très simple. Alors, j'ai acheté des jolis bâtons de bois, ce qu'on s'en sert comme tringle, blanc. Dans un drap, j'ai découpé 3 bouts de drap blanc que j'ai agrafés sur le mât. C'était au mois d'août 2018, en pleine vacances. Et sur Facebook, enfin dans les réseaux, Facebook et ailleurs, dans mon groupe, j'ai demandé quelques volontaires pour m'accompagner pour une action politique d'envergure le 19 septembre 2018. Je m'attendais à une dizaine de volontaires. On était plus de 250 au mois d'août. Alors, pour beaucoup, je les ai touchés par téléphone pour leur dire non, c'est pas. Bon, ça a été une époque, c'était un moment de toute ma vie, je m'en rappellerai. C'est extraordinaire ce que j'ai vécu. J'avais besoin de 6-7 personnes, pas plus. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'aller chercher Macron en me plaçant sous l'égide du drapeau blanc prévu à l'article 32
de la Convention de La Haye du 29 juillet 1899. Article 32, le drapeau blanc, non pas pour la reddition, mais comme parlementaire. J'ai donc prévu pour le 19 septembre 2018, un mercredi, jour du Conseil de ministres à l'Élysée, j'ai décidé d'aller chercher Macron à l'Élysée physiquement. Seulement, aux personnes qui m'accompagnaient, je leur ai fait promettre de bien tenir leur langue pendant 3 semaines. Ce ne sera pas le 19, ce sera le 12. Et le 12 au matin, nous nous sommes réunis devant l'église de la Madeleine, en haut de, pour ceux qui connaissent Paris, en haut de la rue Royale. Nous étions 7, 8, dont 3 femmes fortes, mais 3 femmes malheureuses, asthmatiques. Malheureusement, c'est ça qui m'a freiné après. Ça, je ne le savais pas. Bon. Avec le drapeau blanc, nous avons donc commencé à descendre la rue Royale. Et la deuxième rue qu'il y a sur la droite, c'est la rue du Faubourg Saint-Honoré, la rue de l'Élysée. Là, nous avons déployé nos drapeaux blancs, et en faisant attention aux passants, sans crier, sans rien du tout, nous nous sommes avancés vers l'Élysée, et j'avais un mégaphone qui portait à 1,5 km où j'avais enregistré un message, pour éviter d'être interrompu le cas échéant. Donc, j'avais enregistré un message sur une carte, sur une clé USB, j'avais tout prévu, pile neuve et tout, voilà. On avance, et tout à coup, je ne sais pas, je ne les ai pas vus, comme des cafards. 20, 30 flics autour de nous. Mais je ne les ai pas vus, on ne les a pas vus venir. Certains étaient armés. On est stoppé. Et monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Ben, j'ai dit, écoutez, c'est très simple, je me présente, je commande ces 2 délégations sous l'égide du drapeau blanc, placé sous l'égide de l'article 32 de la Convention de La Haye de 1899. Je viens chercher monsieur Macron, qui, au regard de l'article, je crois que c'est 73, peu importe, du Code pénal, usurpe la fonction de président de la République, donc qui est passible d'une peine de prison. Je viens le chercher pour le conduire devant un officier de police judiciaire le plus proche. Alors que ce soit un OPJ, gendarme ou policier, peu importe. Maintenant, si vous voulez, un chaque, comme ça, il n'y aura pas de jaloux parmi les institutions. Arrive un petit con de commissaire qui se prend pour Rambo, qui me dit « Dispensez-moi ça, dispensez-moi cette manifestation ». Je dis « Monsieur, ce n'est pas une manifestation, c'est une délégation. Je ne veux pas le savoir. » Je dis « Moi non plus, je ne veux pas le savoir. On ne se disperse pas. Vous ne bougez pas. » Là, c'est un peu chaud. Arrive un monsieur en civil, pantalon gris, blazer, bien, bon, bien, qui me dit, voilà, il se présente, bon, son prénom Thierry. Voilà, monsieur, je suis le délégué de la préfecture de police. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Ben, je dis, c'est très simple. Je répète à nouveau le laïus. Monsieur Macron a dit qu'il fallait, qu'on pouvait venir le chercher. Je viens le chercher pour le conduire devant un officier de police judiciaire parce qu'il usurpe la fonction de président de la République qui tombe sur l'article du Code pénal. Il me regarde, mais monsieur, mais c'est. Ben, je dis oui, ne vous inquiétez pas, je comprends la situation. Vous ne vous attendiez pas à ça. D'ailleurs, vos services nous attendaient pour le 19. C'est la raison pour laquelle j'ai tendu un petit piège qu'on est venu le 12. Moi, le 19, ce serait pas c'est pas la peine de déplacer l'armée, il n'y aura rien. Hein, parce que j'ai avancé d'une semaine, tout simplement, pour éviter le piège. Voilà. Bon. Ça s'envenime quand même un petit peu, c'est chaud, mais oui, je ne bouge pas. Et je dis, les gens, vous ne bougez pas. Ce que je craignais simplement, c'est qu'ils balancent des lacrymogènes pour les personnes qui étaient asthmatiques. Ça, là j'aurais été mal, parce que pour en mourir, par exemple, on peut mourir de ça comme ça quand on s'étouffe. Hein. J'en aurais eu gros sur la patate, ça c'est vrai. Ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas passé. Bref, avec leur talkie-walkie, là j'entends « Allô, état-major de l'Élysée ou la préfecture ?» Bon, qu'est-ce qu'ils veulent, monsieur? C'est très simple. Je veux rentrer dans la cour de l'Élysée et avec mon mégaphone, j'enclenche, il y a à peu près 10 minutes de message préenregistré. Une fois que c'est fait, nous faisons demi-tour, nous rentrons chez nous. Il dit, monsieur, ça, c'est pas possible. J'ai dit, attendez, vous êtes en train de me dire que, parce que, bien que je sois placé sous l'égide du drapeau blanc, vous m'interdisez, vous savez ce que ça coûte. Je vais alerter la Cour pénale internationale. Vous le savez. Il dit, monsieur, je ne peux pas vous laisser passer. Ah ben, il faut une solution, là, parce que moi, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Préfecture de police, allô, l'état-major de l'Élysée, oui, préfecture de police, oui, état-major de l'Élysée, le cinéma. Et tout à coup, monsieur Thierry revient puis me dit, monsieur,
il y a une proposition. Si vous acceptez de reculer jusqu'à l'angle de la rue Royale et de la rue du Faubourg Saint-Honoré, vous pourrez, la préfecture de police vous autorise à délivrer votre message. Bon, je comprends qu'on n'ira pas plus loin. Si on avance, on se fait taper dessus. Parce que l'autre en face, là, il fait un gros caca dans sa culotte. Hein. Ah oui, mais oui. Et encore, je suis poli. C'est parce que c'est pas le mot que j'ai employé. Mais bon, aujourd'hui, on va dire c'est un peu dépassionné. Mais c'est pas oublié. Hein. Moi, j'ai dit, OK, d'accord. On recule. Et là, pour bien montrer qu'on était là, bon, j'ai des amis qui prennent les films qu'il faut, sous le panneau de la rue du Faubourg Saint-Honoré, je presse sur le bouton et pendant 10 minutes, le message, il n'est pas triste, hein, mais tout ça, c'est la loi. Tout ça, on peut parfaitement le trouver sur legifrance.gouv.fr, hein, c'est tout. Bon, ben, je dis maintenant que c'est terminé, allez les enfants, on rentre chez nous. C'est fini. On ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas. On est rentré. Alors, évidemment, Macron, petit Demange, on n'est pas copains. Je continue, je porte plainte près de la Cour pénale internationale. 3, 4 mois, rien du tout, le dossier me fait retour comme si c'était de rien. Je recommence. Chaque fois, ça me coûte de l'argent. Je dis bien que là, je travaille avec mes fonds propres et non pas avec les fonds de l'association. C'est toujours en cours. Je pars d'un principe très simple. On m'a toujours dit, les paroles passent, les écrits restent. Un jour, ces documents-là, ces vidéos-là serviront. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai été le premier, il y a plus de 8 ans, à dire la France, un jour, organisera un Nuremberg 2. Oh, depuis, c'était repris par d'autres. Voilà. Oui, bah oui. Le Nuremberg 2, c'est moi. Le Nuremberg 2, c'est moi. Bien. On rentre chez soi. Bien. Moi, je rentre chez moi, de ma villa à l'époque en Ardèche. Ah, ça bouge. Hein. Là, on fait des adhérents, tout ça, c'est. Bon, il y a quelques rigolos, il y a des menaces, bien évidemment, mais ça, c'est la France. Hein. La France éternelle, c'est aussi la France pourrie des collaborateurs. Des collabos, même pas les collaborateurs. Collaborateur, c'est un mot noble. Collabo, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Des traîtres. Qui souvent, d'ailleurs, se cachent derrière un pseudonyme pour agir. Voilà. Alors, 2018, 2019, et là, je peux y aller que j'y vais fort en vidéo. Hein. En 2019, je viens à Genève le 31 août pour la grande marche des Gilets jaunes où ils étaient plus de 5000. Là, Anne, je ne te mens pas, si je n'ai pas fait 400 selfies, je n'en ai pas fait un seul. J'en ai pas fait un seul. Et c'était que je ne raconte pas de bêtises. Je reviens en 2018. En 2018, il y a une dame qui m'appelle de Rome, qui dit, Monsieur Petit Demange, je suis une amie du général Antonio Papalardo. Okay. On a reçu sur l'émission aussi, hein, ici. Vous en avez parlé? Non, on l'a reçu sur l'émission. Antonio, c'est un ami. Hein. Oui, italien. Il est fabuleux. Oui. C'est un type simplement fabuleux. Il est ce qu'il est, mais alors, bon bref. En fait, ce qui est fabuleux, il me dit, toi et moi, il comprend le français, mais il le parle très mal. Mais il comprend très bien le français. L'Italie et la France, et d'ailleurs la principauté de Monaco, ont la même problématique constitutionnelle. Il y a violation de la séparation des pouvoirs. Nous, c'est l'article 69. L'Italie, c'est l'article 124. Et puis Monaco, alors c'est pas la violation des pouvoirs entre l'autorité, le pouvoir exécutif et l'autorité judiciaire, c'est entre le pouvoir, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le prince à Monaco, il est à la fois le législatif et l'exécutif. Ah non, donc il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Il ne faut pas dire que la séparation des pouvoirs, voilà, il ne faut pas le dire. Mais bon, ça c'est leur problème aussi. Il y a un conflit là-dessus. Donc, l'Italie a exactement le même problème que nous. Elle avait donc une constitution. Quand ils ont voté cette constitution, ils sont passés d'une royauté à une république. Et c'était en 1946. Et jusqu'en 1958, donc ça allait bien. Et au 1er janvier 1958, leur constitution a été modifiée. Et là, le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. Mais au mot près, c'est exactement les mêmes mots qu'on retrouve à l'article 69 de la Constitution de la France. Donc,
Violation des séparations des pouvoirs, pas de constitution. Il n'y a pas la place pour discuter. C'est pas la peine de tergiverser. Il n'y a pas de constitution si la séparation des pouvoirs n'est pas respectée. Exactement. C'est pas difficile. J'ai même écrit un livre là-dessus où là, dans les toutes premières pages, souvent on dit que tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir dans la vie. Il y a une grande variété de gris. C'est vrai. Sauf là. C'est les 50 nuances de grès, moi. Oui, mais tout à fait. Le fameux film. Voilà. Mais là, c'est vrai. Ou c'est blanc, ou c'est noir. Il n'y a pas de gris. Et je vais même plus loin, sans faire offense à ces dames, une femme. Elle est enceinte ou elle ne l'est pas. Elle n'est pas un petit peu enceinte. C'est tout. C'est tout. Et là, c'est imparable. Mais c'est pas qu'il faille le faire rentrer dans l'esprit des gens. Il faut le faire comprendre, et plus difficile, le faire admettre, parce que ça modifie complètement le cours de la vie. Donc, nous sommes sans constitution. Je continue avec Monsieur Macron, Emmanuel, l'homosexuel LGBT, franc-maçon usurpateur, voleur, escroc, menteur, tricheur, fraudeur. Le 2017, il est donc élu. Mais M. Trump n'est pas réélu en 2020. Et c'est en 2020 que l'on apprend l'existence d'un fameux logiciel qui s'appelle Dominion. Exactement. Monsieur Joseph Robinette Biden n'a pas été élu. C'est un fraudeur. C'est le logiciel qui l'a. Et là, on apprend que le logiciel, il avait déjà été utilisé en France en 2017. Tiens donc. Et ben voilà. Alors, je dis que c'est amusant. Non, c'est pas amusant. Mais j'aime les choses qui sont claires. Alors, ce qui m'énerve un petit peu, ce qui m'agace, c'est que tous les gens qui sont sur les plateaux, là, qui se gaussent là, parce que j'ai l'impression qu'ils prennent une enveloppe à la sortie. Je ne vois pas d'autre explication. Je ne vois pas ce qu'ils ont à gagner à passer pour des imbéciles, alors qu'ils savent qu'un jour, lorsqu'il y aura le Nuremberg 2, mais ils seront amenés à s'expliquer aussi. Pourquoi, monsieur, vous ne l'avez pas dit? Quelle est votre formation? Vous, monsieur Asselineau, vous avez travaillé dans plusieurs gouvernements. Vous êtes franc-maçon, ça on s'en fout. Mais vous êtes énarque. Avec les études que vous avez faites, que vous a-t-on appris à l'école des ânes, à l'école des énarques? Qu'est-ce qu'on vous a appris? Vous n'avez pas fait de droit constitutionnel? Ben, vous le savez très bien, en fait. Vous n'avez jamais entendu parler du baron de la Brède, là, de Montesquieu? Mais tu expliques ça comment, Serge, Pardon? tu expliques ça comment alors qu'il n'y ait pas de réaction de qui que ce soit? Ils ont tous un avantage alors? Ben, parce que, alors, j'ai une formule. Quand on mange au même râtelier, on ne regarde pas avec qui on mange. On en profite. Je suis clair? Pour moi, oui. Voilà. Ils mangent au même râtelier. Alors, ils sont là. Comme pour Louis XIV, qui a mis ça au point, séparés pour mieux gouverner, divisés pour mieux gouverner. Ils sont là pour entretenir la division, et puis ça profite à l'autre. Tant que le peuple ne descendra pas dans la rue avec des fourches, avec des râteaux, avec des pelles, eh ben, ça ne se passera pas. Alors, donc là, tu es en train de bien expliquer, alors que, donc, de toute manière, les élections, c'était de la grosse connerie. Oui. Voilà, c'était juste une escroquerie. Une escroquerie. Voilà. Une fraude. Alors, est-ce qu'on peut revenir peut-être sur ce que je t'ai montré tout à l'heure? Le texte que je t'ai montré tout à l'heure? Qu'est-ce que c'était? Les dates des législatives ne respectent pas la loi selon… Alors, justement. Mais il faut quand même que j'explique ça. Et M. Macron, donc, a été réélu en 2022. Et là, en 2022, 5 minutes avant 20 heures, avant la clôture du scrutin, 5 minutes avant, j'ai la capture d'écran. Les chiffres, je les ai précis, mais je ne les ai pas en tête, mais tu vas comprendre. Il y a les deux candidats qui sont là, Macron et Le Pen, Marine Le Pen. On va dire Macron, 14 millions de voix, 5 minutes avant. Marine Le Pen, 15 millions. Et en bas à droite à l'écran, Macron, 58%, Le Pen, 42%. Il y a un problème de calcul. Oui, c'est un peu inversé. Mais ce n'est pas du tout inversé. C'est tout simplement, et on le sait maintenant,
que le ministre de l'Intérieur a validé l'utilisation du Dominion. logiciel Dominion. Alors, j'ai fait la capture d'écran, mais c'est une preuve indiscutable, puisqu'elle était vue au-dessus de tout le monde. Et j'ai porté plainte à la Cour de justice de la République, qui a reconnu qu'il n'y avait pas d'erreur. Non, non, c'était tout à fait normal. Mais là, c'est toujours pareil, je n'attendais pas une condamnation. Je dis que j'ai porté plainte parce qu'un jour, mon courrier servira pour demander des comptes. Parce que pour l'instant, ce n'est pas la peine. Donc, Les ce qui va se passer, c'est francs-maçons. qu'aux États-Unis, il faut d'abord qu'aux États-Unis, je veux dire, bon, c'est reconnu dans un État. Je veux dire, il faut que ce soit reconnu globalement que tout a été manipulé par Manipulé, fraudé, oui, bien sûr, oui. Et alors, si à partir du moment où ça va passer aux États-Unis, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire ricochet sur la France. Il y Et a des chances. sur la Belgique, s'ils utilisent le même Oui. système. Ah oui, parce que aussi, vous êtes mal barrés aussi, ça c'est vrai. Hein. Oui, oui, ça, on le sait bien, on le voit. En fait, on est deux sœurs, hein, la France et la Belgique. Hein. Oui, 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 on se suit. Hein. On a les copains des coquins, comme dirait une amie à moi. D'accord. Et en plus, vous avez le siège à Bruxelles. Oui, on est bien d'accord. Hein. Donc, nous, on sera les derniers à être libérés, entre guillemets, on se le dit toujours. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà. Macron est réélu par fraude. Mais maintenant, officiellement, le mot Dominion apparaît. Et ça, c'est excellent. Donc, la Cour de justice de la République reconnaît rien du tout. OK, pas de problème. Mais c'est écrit. Un jour, j'exigerai, vous serez dans le prétoire du tribunal de Nuremberg 2. Vous verrez. Chaque chose en son temps, mais c'est inéluctable. Et ça continue. Alors, je me suis dit, hey, comme au Far West, on va rigoler. On est en 2021. En avril 2021, je fais une vidéo avec ce drapeau derrière moi. Dans cette vidéo, je dis Renaissance française offre une prime de 100 millions d'euros pour quiconque, personne physique ou morale, française ou étrangère, permettra l'arrestation d'Emmanuel Macron. Alors, inutile de te dire, dans les réseaux, le tabac. Macron porte plainte contre moi. Je suis convoqué en juillet 2021 à la brigade de gendarmerie d'un village à côté de là où j'habitais en Ardèche. La commandante de la brigade de gendarmerie, une adjudante, Poli, attention, là, rien à dire. Poli. Monsieur Petit-Demange, je vous, vous savez pourquoi vous êtes convoqué? Je m'en doute. C'est pas un monsieur qui aurait porté plainte? Si, bien, voilà. Je vais vous entendre pour votre défense. Ben, je dis, écoutez, oui, d'accord, mais ce que vous allez entendre, vous ne vous y attendez pas. Et je lui raconte l'histoire de la Ve République. Sans constitution, vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Il n'y a pas d'autorité judiciaire. Non seulement vous n'avez pas le droit de m'arrêter, mais vous n'avez pas le droit ni de me juger, ni de me condamner. Si les juges existent, ils ont leur métier, ils n'ont pas le droit d'exercer sans constitution. C'est anticonstitutionnel. Ou alors, vous l'admettez, mais c'est écrit, et là je signerai, nous sommes en dictature. 7 pages. 7 pages. Et au bout de plus de 3 heures, elle me dit, alors là, vous permettez que j'en fasse une copie? Après, je ne sais pas, ça ne me regarde pas ce que vous faites, hein, mais elle me dit, c'est collector. Ah ben, et la plainte, pardon? Et la plainte est restée au placard. Et la plainte tombe. Ah ben oui, mais clairement, ben oui, mais ce n'est pas... Mais c'est pas fini. Ah, mais c'est pas fini. En septembre, la plainte, elle tombe. En décembre de la même année, 2021, nous sommes le 2 décembre, il y a un gendarme de cette brigade de gendarmerie qui habite le petit village où j'habitais, moi. Donc, à une vingtaine de kilomètres où il y a sa brigade. Il me dit, monsieur Petit-Demange, est-ce que je peux passer chez vous pendant l'heure de midi, vous remettre une convocation? Ça m'évite de faire un aller-retour vers la brigade. J'ai écouté, monsieur, peu importe là. Oui, il n'y a pas de problème, vous passez où je vous habite, oui, il n'y a pas de problème. Donc, j'ouvre le portail, il rentre à la brigade avec sa voiture de gendarmerie, dit voilà, qu'est-ce que je vois? Je suis convoqué au sein de la brigade de gendarmerie, la même, hein, pour une expertise psychiatrique. Voilà l'arme fatale de ces ordures de francs-maçons. C'est typiquement français. Enfin, mais complètement. Quand on a des docteurs qui se retrouvent renfermés chez les fous pour clients,
le docteur Fourtier, entre autres. Exactement, exactement, Ouais. c'est à lui que je pensais. Et un ami, Marc Granier, le CRS Marc Granier aussi, avec qui j'ai fait 2 vidéos, tout à fait aussi. Mais lui, c'est devenu une plante verte. Hein. Mais bon. Bon. Donc, nous sommes le 2 décembre et j'apprends que je suis convoqué pour le 9 décembre au sein de la brigade de gendarmerie pour une expertise psychiatrique. Ça me laisse 8 jours, je me plonge dans les textes de loi, je me régale. Et je trouve ce qu'il faut. J'écris un courrier de 3 pages et le 9, le jeudi 9 décembre 2021. La veille, mercredi, je poste le courrier pour que la commandante de brigade de gendarmerie l'ait le lendemain, donc le jour de la convocation. Et le matin, normalement, le courrier passe aux alentours de 10 heures. Moi, vers 8h30, j'ai rempli ma voiture et je quittais définitivement ma maison que j'ai perdue. Je suis parti en Suisse, hébergé par des amis, voilà, qui sont adhérents de Renaissance française, et je suis en exil depuis. Voilà, tout simplement. Je dis ça sans haine, mais un jour, il y aura une facture. Je dis bien, je n'ai pas de haine, parce que ce n'est pas ça qui m'anime, mais je n'oublie rien. Et ce que vous avez fait, Macron, je vous promets, un jour, vous serez assis sur la sellette au tribunal de Nuremberg, si quelqu'un ne vous a pas abattu avant. Parce que moi, je ne veux pas que vous disparaissiez. Je ne veux pas que vous soyez un martyr. Donc, voilà où on en est. Donc, je suis bien évidemment à côté d'un pays ami, frontalier. Bon, il m'arrive de faire des incursions dedans, mais j'en parle pas. Je fais gaffe avec mon GPS pour ne pas être repéré, avec mon téléphone que j'éteins aussi, voilà. Je fais très attention. Mais bon, on peut pas surveiller 40 millions de voitures, hein, ça c'est clair. Donc, il y a tout ce qui se passe de politique. Ce qu'il faut savoir, ce qui est amusant aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en l'absence de constitution, les accords d'Évian qui ont permis la fin de la guerre d'Algérie sont nuls et non avenus. Ils n'existent pas. Parce que les gens qui ont signé n'étaient pas habilités à représenter la France sans constitution. Il n'y a plus rien qui est légal Ouais. à partir du moment où tu as... De légitime, pire. Oui, oui, c'est ça. Oui. La légitimité, c'est pire que l'illégalité. Exactement. Voilà. Et la peine de mort du mois d'octobre 1981, la peine de mort n'a pas été abolie. Elle n'est pas enlevée, en fait. Non, non. Toutes les lois, tous les décrets, toutes les ordonnances, rien n'est légal. Ce qu'a fait Sarkozy de l'OTAN, rien n'est légal. Ce qu'il a fait du traité de Lisbonne, rien n'est légal. Rien n'est légal. Alors, Macron, nous sommes donc... Dis-moi. Non, ce que je veux dire, ça, c'est qu'on a bien compris, donc maintenant que tout complètement est illégal, maintenant on arrive à la date fatidique. On vient de passer les élections. Ce qui vient de se passer. Voilà. Et là, je mets le texte, comme ça, on va relire ensemble. Et attends, oui. Je ne suis pas une grande experte, tu sais bien. Je t'en prie, Anne, je t'en prie. Ça fait tellement plaisir de discuter avec toi, tu n'as pas idée. Ah ben écoute, on est là pour... je pense que la liberté d'expression est extrêmement importante. Donc voilà. Alors, donc c'est voilà. la liberté d'expression qui sauvera peut-être le monde. Et j'espère bien, oui. Les dates des législatives ne respectent pas la loi selon Jean-Jacques Urvoas. Oui. C'est dont tu m'as parlé, le monsieur dont tu m'as parlé tout à l'heure. Alors, quelques minutes après l'annonce d'Emmanuel Macron de la dissolution de l'Assemblée nationale, l'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, est monté au créneau. La raison, la date annoncée par le chef d'État avec un premier tour le 30 juin et un second le 7 juillet. Il y a un article de code électoral, donc c'est l'article L157, qui est très ferme à ce sujet. Est-ce que tu l'as sous la main là, parce que je n'ai pas le code électoral? Qu'est-ce qu'il dit le code électoral? Je crois que c'est 20 jours minimum avant et 40 jours, entre 20 et 40 jours. Alors, donc je lis la de presse. Donc, il va y avoir un contentieux. Les déclarations de la candidature doivent être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard à 18h le 4e vendredi précédant le jour du scrutin, précise l'ancien député du Finistère. Cela veut dire que le dépôt des candidatures aurait dû être fait vendredi dernier, ironie-t-il.
Selon Jean-Jacques Urvois, cela va entraîner certainement quelques soucis. Je suis convaincu qu'il va y avoir un contentieux, raconte-t-il, avant d'aller plus loin. Selon moi, il y a des précipitations du président de la République qui n'est pas de bonne aloi. Voulant éviter que les élections tombent pendant les Jeux olympiques, note-t-il précisément que si l'on se fiait au code électoral, le premier jour du nouveau scrutin législatif devrait se tenir le 7 juillet. Oui. Alors, Macron veut passer en force et de conclure, ça donne l'impression que le président s'assoit sur le droit. Il veut passer en force. Ce n'est pas exemplaire. Le droit est fait pour éclairer l'avenir et le président veut plier le droit. Alors, on voit s'il est bien gentil, ce brave homme, mais qu'il commence déjà par se brosser les dents. On est bien d'accord. Il sent de la bouche avec ce qui s'est passé, avec le décret 2016-1675. Je pense qu'il est mal passé pour donner des leçons de morale. Mais maintenant, entre nous, ici, ça m'attire. Oui. Là, je vais dire que là, pour le coup, c'est pas mauvais. Ah, mais bien sûr, sauf, ah, tu me vois pas venir là? Bah, sauf que c'est déjà pas légal d'avoir fait les élections. Non, il y a pire. Sauf que sans constitution, il n'y a pas de code électoral. Macron fait ce qu'il veut. Oui. Mais ben, bon, voilà. il est illégal aussi. Enfin, il est illégitime aussi. Donc, mais il s'en fout. Il est illégitime comme ses prédécesseurs. En démocratie, nous sommes bien en état de. On est en dictature. En dictature. La France est gouvernée non pas par des hommes politiques, mais par des hommes politiques francs-maçons, hommes et femmes. Ça, il n'y a pas photo. Voilà. Donc, à partir du moment où ils savent très bien, eux, parce que parmi eux, attention, il y a des gens qui sont super bien. Hein. Tout n'est pas pourri chez eux. Il y en a qui sont pires que les autres. Mais je connais des francs-maçons qui sont très corrects. Hein. Je veux dire, moi, je ne mets pas ça. On est bien d'accord. Non. C'est des gens. Mais ceux qui agissent aussi, ceux-là, ils sont pourris. C'est ceux-là dont on aura la tête un jour. Bah, c'est du haut niveau. Hein. On est dans les 33e degrés, etc. Tout à fait. On est chez les maîtres. Voilà. On est chez les maîtres. Voilà. Ça, c'est clair. On est chez les grands maîtres, pardon. Donc, exactement. Ils savent très bien qu'il n'y a pas de constitution et ils ont maintenu pendant plus de 65 ans et demi les Français à la limite de la respiration hors de l'eau. Mais tout le reste est vérolé, tout le reste est plombé. Et ça fait 65 ans et demi qu'on nous ment. Mais comme le Français est le champion du monde de l'utilisation des barbituriques là, qui ensucrent le cerveau, ils sont devenus des moutons. Et on l'a vu avec l'histoire du Covid, où c'est quand même ahurissant, parce que alors là, il fallait le faire, hein, mettre des barrières rouges dans les grandes surfaces au rayon des petites culottes, des soutiens-gorge et des chaussettes, parce que c'était des rayons qui étaient extrêmement dangereux pour la propagation du Covid. Oui, on est bien d'accord, on ne va pas revenir là-dessus, parce que bon, de toute manière… Si, mais c'est important. Oui, c'est bien pour trouver la manipulation. Non, mais oui. Ingénierie sociale. Ingénierie sociale, voilà. Ah, c'est extraordinaire. Donc, c'est vrai que tout doucement, l'affaire monte en puissance, l'affaire du Covid. Il y en a qui vont, il y en a déjà qui ont laissé la vie, il y en a d'autres qui vont laisser leur vie, mais après un jugement. Car il est impératif d'éviter ce qui s'est passé à la fin de la dernière guerre mondiale, les règlements de compte. Tout doit être jugé, on mettra le temps qu'il faut, mais je me suis fâché avec des amis aussi là-dessus. Bon, ils sont revenus après. Hein. Ils me disent, tout compte fait, tu as raison. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre déraillage en ce qui concerne, le moindre déraillement en ce qui concerne le droit, le rétablissement du droit. Ne commençons pas par de l'assassinat, parce que nous-mêmes, nous nous mettons en porte-à-faux vis-à-vis de la loi, de la nouvelle loi. Montrer l'exemple. Si on demande à l'autre de montrer l'exemple, montrons l'exemple aussi. Voilà, exactement. Et c'est à ce titre qu'en 2018, avec le général Pappalardo, dont on parlait tout à l'heure, nous avons co-signé la Charte mondiale des peuples libres et souverains. Et je vais te raconter une petite anecdote. J'ai rencontré le général Pappalardo, juste au coup de fil que la Dame de Rome avait, quand elle était entrée en contact avec moi. Et puis, il voulait me rencontrer. Bon, ben, j'ai dit, quel honneur, il n'y a pas de problème. Nous nous sommes rencontrés chez le fameux monsieur Michel, chez qui je faisais les vidéos. Alors, il était avec son avocat, un juriste, une personne qui traduisait,
Et puis Michel donc s'occupait de faire le film, la dame qui nous avait mis en relation et moi qui étais à l'autre bout de la table. Le général Papalardo, qui est une personnalité. Hein. Moi, j'aime ce genre d'homme. Je ne suis pas homosexuel, hein, mais je sais reconnaître la valeur d'un homme. Une femme, d'ailleurs. C'est vrai qu'il est très chouette. Non, je suis hétéro, moi. Non, je ne m'appelle pas Macron, moi. Donc, il me tend le document. Là. Je vois le document, 36 pages. Je le lis en travers comme ça. Hein, et puis, j'ai dit au général, votre document est bien, mais il manque quelque chose. Alors, il me regarde avec ses yeux bleus. Il dit, comment ça? Il dit, oui. Dedans, il faut inclure la souveraineté du peuple, le 4e pouvoir souverain du peuple. Anne, je meurs immédiatement si je mens. Le général se lève en face de moi et les 2 pouces en l'air me fait comme ça. Nous avons refondu le texte et depuis, pour nous protéger, lui comme moi, je l'ai fait protéger par un copyright, y compris le texte dont je suis l'inventeur, le créateur du 4e pouvoir souverain du peuple. Si tu veux, je peux t'en glisser un mot tout à l'heure dessus. Parce qu'attention, c'est l'arme fatale. C'est l'arme fatale, celle-là. Maintenant, il va savoir bientôt, pas maintenant, bientôt, ces salopards qui nous ont mis dans la... Ils nous ont traîné, on est dans le ravin. On meurt maintenant. Ils sont en train de nous tuer, mais c'est nous qui allons gagner. Ils vont savoir ce que c'est que la réelle souveraineté d'un peuple. Merci. Alors, maintenant, en ce qui concerne ça, l'élection, c'est vrai, il a raison, Urvas. Il a raison. Seulement, voilà, ils ne veulent pas dire, ils ne veulent pas avouer, mais vous pouvez dire ce que vous voulez, on n'en a rien à foutre. Il n'y a pas de constitution, on fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Ils ne peuvent pas le dire, mais ils font. C'est ça. Et qui va aller contre? Qui va aller contre? Moi. Parce que je suis le seul. Qu'est-ce qu'il attend, Asselineau? Qu'est-ce qu'il attend, Philippot? Qu'est-ce qu'il attend, Nicolas Dupont-Aignan? Et d'autres, des petits plaisantins là, qui cherchent à faire le buzz. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'elle attend? Le Pen. Le Pen. Ah, voilà qui est intéressant. Nous sommes bien d'accord que le nouveau Parlement européen, il n'est pas du tout européiste. Du tout. Les gens en ont marre et c'est très mauvais, ça sent très mauvais pour les fesses de Ursula von Leyen, pardon. Elle est déjà passée au tribunal à Liège, hein, donc nous. Oui, je sais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle. Oui, c'est vrai. Oui. Mais elle s'en fout. Elle ne sait même pas. Pourquoi elle s'en fout? Parce qu'elle est protégée par le système américain. Exactement, bien sûr. Exactement. Voilà, c'est ça, on le sait. Alors, mais moi, c'est toujours pareil. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, Anne, moi, ce qui m'intéresse, c'est la porte de mon pays. C'est la France. Donc, Marine Le Pen était la semaine dernière à l'Assemblée nationale quand Zelensky, le nazi, est venu avec son drapeau. Est venu montrer son drapeau alors qu'en fait, la Palestine n'a pas le droit d'avoir son drapeau au Parlement, mais par contre, on vient avec le drapeau de Zelensky. Voilà, c'est fou ça. Fou. Ah mais non, mais là, oui, c'est une honte. Il est ovationné. Zelensky est ovationné dans l'enceinte. Un hôtel. Il vient d'acheter un hôtel avec l'argent qu'il a dévalisé à la France. Oh oui. Ça, c'est vrai. Ça, c'est clair. On aura les comptes un jour. Mais ce que je veux dire, puisque tu me parles de la question, tu poses la question à propos de l'état d'esprit découlant de l'élection des européennes, des députés européens. Voilà Marine Le Pen, qui est franc-maçonne, qui est une parricide. J'ai connu son père, moi j'ai eu son père, Jean-Marie Le Pen, dans ma voiture pendant 3 jours, en 1984. J'étais très engagé aussi là, jusqu'au moment où je me suis aperçu que c'était un combat d'arrière-garde. Il faut arrêter de taper sur les Arabes, sur les Noirs, parce qu'un jour, il y aura la grande réconciliation. Et moi, je veux en faire partie. Je suis très connu. J'ai été interviewé par Afrique Média et je peux te dire que j'ai des amis là-bas. Bon. Oui, moi aussi. L'Union européenne, c'est Marine Le Pen qui, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, ovationne Zelensky, le nazi. Au moment où il y a le débarquement du 6 juin, où la France et ses alliés combattaient le nazisme. Cherchez l'erreur. Bien. Oui, c'est ça, oui. Ensuite, arrive l'élection. Et tout à coup, on s'aperçoit que ce sont en gros
les nationalistes qui ont remporté l'élection. Et je me suis laissé dire que c'était les résultats français qui faisaient qu'il y avait non pas une majorité là-bas, mais un groupe très important de nationalistes à Bruxelles, comme on dit. C'est Strasbourg, plus exactement. Là, voilà. Bien. Alors, il y a un problème. Il y a 3 semaines, un mois, M. Bardella, je ne le connais pas, c'est un minot, hein, enfin, c'est pas méchant, c'est un gamin, a été invité par la Grande Loge nationale de France à un repas, un dîner, on n'appelle pas ça un repas, un dîner, à des agates. Voilà. Bon, il a accepté. Ensuite, il y a eu un débat avec un autre homosexuel, qui ne s'en cache pas, le Premier ministre, où la façon de se serrer la main prouve qu'ils sont tous les deux francs-maçons, spéculatifs, hein, mais non pas opératifs. Bien. Marine Le Pen est franc-maçonne aussi. Et là, ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi, ou je comprends trop, pourquoi Macron, découvrant qu'il vient de se... Je peux dire un gros mot, Anne? Ça fait plaisir. Ah oui, moi j'aime bien. Macron, qui tout d'un coup se rend compte qu'il vient de prendre une magistrale pêche en pleine gueule, tout à coup, décide de dissoudre l'Assemblée nationale française. C'était pas eux qui étaient concernés, c'était le vote des européennes. Pourquoi dissoudre l'Assemblée nationale française? Alors, j'ai quelques amis quand même, dont un qui est Pierre, il est géant. On discute et puis on est tombé sur un truc. On s'est dit, voyons voir. Il dissout l'Assemblée nationale française. Ce qui veut dire, donc, on va passer sur les détails comment dirais-je, des dates. Parce que ça va se passer. Monsieur a décidé, le caractériel a décidé, celui dont la femme a un nichon un peu plus haut que l'autre. Tu sais, là. T'as vu la photo, t'as vu le film? Là, tu rigoles, là. Non, mais là encore, tu vois un petit peu l'image de la France. Mais est-ce que tu vois l'image de la France? Oui, c'est vraiment pas la beauté française à la. Enfin, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'elle soit homme, je m'en fous, c'est la vie privée. Mais au moins qu'elle fasse attention à ses bretelles, plus que les deux sont à la même hauteur. Parce que, je veux dire, quand on a été mariés, hein, on sait très bien comment on fait les enfants, on sait très bien ce que c'est que le corps d'une femme. Ils sont tous les deux à la même hauteur. Hein. Logiquement, oui. Je le fais exprès, bien évidemment, mais j'aime bien mettre un petit peu d'acide sur ce que je dis, parce que ça marque. Bon, allez, on passe là-dessus, c'est déplorable, c'est minable, mais bon, peu importe. Macron se dit, je vais dissoudre l'Assemblée nationale française parce que ceux qui ont voté pour le RN à Bruxelles, ils vont voter pour le RN en France. Donc, il va y avoir un... Il est peut-être possible, aujourd'hui, il n'est peut-être pas possible que le RN ait le pouvoir absolu. Et pas le pouvoir, la majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est ça. Ce qui fait dire que, qu'est-ce qui se passe? Macron va donc être obligé de choisir un Premier ministre. Ce sera soit Marine Le Pen, qui est présidente, franc-maçonne, hein, qui est présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale, ou alors Jordan Bardella, qui est président du Rassemblement national. Ce sera l'un ou l'autre. Ce qui veut dire encore bien que, en revenant à la Constitution, parce que pour eux, ils existent. Elle existe quand ça les arrange, elle n'existe pas quand ça les dérange. Là, ça les arrange. L'article 8 dit bien que le président de la République nomme le Premier ministre. Donc, ce sera ou Marine Le Pen ou Jordan Bardella, le cas échéant, hein, c'est une hypothèse, mais qui se dessine quand même un peu. Ce qui veut dire aussi que pour l'instant, tout ce qui s'est passé comment dirais-je, de passer nos Mirage 2000 à l'autre ordure là-bas, l'autre nazi. Parce que, bon, je n'ai pas voulu glisser là-dessus, c'est pas, mais je sais ce qui s'est passé parce que j'ai les documents pour ça. La promesse qui avait été faite à l'ex-URSS, que, bon, puis c'est l'histoire de la protection des frontières. Oui, tout à fait, je sais bien. Poutine a complètement raison dans son action. Poutine a c'est pas que je sois pro-Poutine. Oui, je le suis parce que j'aime sa moralité. J'aime sa mentalité, j'aime sa moralité. Il aime son peuple et chez eux, il n'y a pas de PD au gouvernement. Piotr Tolstoï, le vice-président de la Douma, l'a bien dit. Il ne les empêche pas de vivre, mais ils n'ont pas de responsabilité. Ce n'est pas dans leur moralité. Nous, c'est LGBT. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on apprend que l'Espagne vient de faire voter à son Parlement 15% d'augmentation de soldes à ces soldats qui reconnaissent LGBT. C'est ça. Comme le fait.
Ah ben Et voilà, ça, il c'est va quand avoir même une l'Union européenne. augmentation. Ils vont avoir une augmentation des changements de sexe, hein. Voilà. Voilà. Mais à qui profite le crime? C'est ça qu'il faut se dire. Euh, ça, c'est quelque chose qui cache à qui ça profite tous ceux qui sont impliqués dans les affaires de pédocriminalité Oui, et voilà. notamment l'affaire Epstein. Tous les chefs Ouais, d'État, tous les exact. chefs d'État, bon, il y en a d'autres, il y en a un que je ne nommerai pas, mais il le sait parce que je le lui ai écrit. Bon, donc à l'élection, qu'est-ce qui va se passer? Admettons que ce soit le Front National, le Rassemblement national qui soit majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc, ce sera un Premier ministre, Rassemblement national. Mais c'est super ça. Parce que tout ce qui va se passer, elle ne peut pas laisser tomber Zelensky maintenant, Le Pen, comme Jordan Bardella. Ils ne peuvent pas, puisqu'elle l'a ovationné à l'Assemblée nationale. Et ça, Donc, tout ce qui s'est passé avant va se perpétuer, va continuer, mais on ne pourra plus rendre Macron responsable. voilà. C'est le Front National. Et dans 3 ans, quand il y aura les nouvelles élections, Ça s'oublie comme il très va se vite passer en des plus. choses, Ça s'oublie à chaque fois très vite. Il n'y a pas de mémoire en fait. Les gens n'ont aucune mémoire de ce qui se passe en fait. tout C'est à vite. fait. Parce que c'est des bœufs, hein. Il y a beaucoup de bœufs. Hein. Je ne peux pas leur en vouloir. Tout le monde Non, n'a pas notre culture et tout le monde n'a pas notre passion de la vie de la France. Il faut exact. tout. Il y a des gens bien à côté, il ne faut pas rêver. Hein. Il y a des gens qui sont extraordinaires. Mais néanmoins, je veux dire, tout le monde sait. Oh, la politique, oh là là. Mais madame, dès que vous vous levez le matin, vous discutez avec votre mari, avec vos enfants, quelque part, vous faites de la politique. Oui, exactement. C'est ce qu'on me dit aussi. On a Mais tous, bien sûr. à Mais partir du c'est pas un moment gros mot. de son futur, on a ce rôle en politique. Bien Écoute, sûr. je vais peut-être tout doucement Oui. m'arrêter parce que bon, ça fait 1h40 qu'on discute. Oh mon Dieu. Mais c'est toujours à chaque fois la même chose. Parce que bon, C'est la j'ai mes passion. avis. Ben parce que, mais c'est très bien, j'adore ça. C'est pour ça que je veux laisser parler au maximum Oui. les En gens tout et cas, j'essaie de ne pas merci être. beaucoup, Anna. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu as peut-être un dernier message à faire en rapide par rapport aux citoyens, par rapport à Ah, là, l'avenir? merci. Le quatrième pouvoir. Mes amis français, peuple de France. Je n'aime pas trop dire et pourtant c'est le cas. Donc, c'est pas la peine, on va pas tourner la cuillère autour du pot. Il y a 5-6 ans, j'ai mis au point un texte qui va faire de vous, si vous le voulez, le véritable patron de la France. Je veux dire que le quatrième pouvoir aura une incidence de contrôle sur le pouvoir exécutif, sur le pouvoir législatif et sur le pouvoir judiciaire. Il y aura toujours ces 3 pouvoirs, mais par exemple, il est bien possible que ce ne soit plus un président. Il n'est pas impossible que nous retournions vers une royauté dans la mesure où un roi, ce serait donc une monarchie constitutionnelle, où un roi, on ne le défait pas pour un oui ou pour un non. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus d'élections tous les 5 ans, qui tous les 5 ans opposent deux fractions du peuple. C'est stupide. Quand une équipe est bonne, on la garde. Ce sera pareil pour les députés. Mais les députés n'auront pas, comment dirais-je, c'est pas eux qui feront la loi. Ils discuteront la loi qui aura au préalable été proposée au peuple de France. Et c'est lui qui décidera, département par département, oui ou non. Si une majorité des départements de loi passe oui, à ce moment-là, ce sera discuté à l'Assemblée nationale, et là, ils auront leur mot à dire encore, c'est clair. Mais ils ne pourront dire que, puisqu'ils sont nos représentants, ils seront, celui qui a dit oui pour l'Ardèche devra dire oui à l'Assemblée nationale pour l'Ardèche. Et ça, c'est valable pour tous les départements. 577 députés, c'est fini. C'est fini, messieurs les feignants. C'est fini. Un par département suffit largement. Vous ne représentez pas le peuple. Vous êtes les mandataires du peuple comment dirais-je, pour aller jusqu'au bout d'un texte qui aura été voté auparavant par le peuple. C'est ça. C'est chaque fois comme un référendum et ensuite entériné à l'Assemblée nationale. Maintenant, un membre du gouvernement a un problème judiciaire. Il magouille. Il est immédiatement démis par le quatrième pouvoir. Je raconte une histoire qui s'est passée. Alors, je ne sais pas si c'est en Norvège ou en Suède. Oui, oui. 10 minutes. En Norvège ou en Suède, un jour, il y a un ministre qui présente une note de 40 francs, on va dire, ou 40 euros, pour l'achat d'un bouquet de fleurs.
Il y a un contrôle de ça, on lui demande, mais qu'est-ce que c'est que ça? Dit, voilà, la semaine dernière, j'ai été dans un village et j'ai visité une école et j'ai cru bon, au nom du gouvernement, d'offrir un bouquet de fleurs à la directrice de l'école. Monsieur le ministre, nous validons votre achat, vous serez remboursé. Est-ce que tu vois un petit peu l'incidence que ça peut avoir derrière? Ouais, mais c'est très bien, c'est très bien. Il faut à un Parce moment qu'on y donné arrivera une comme ça. transparence, parce que c'est nous qui Tout payons à en fait. fait leurs excès. Et quand on se retrouve qu'ils sont avec du champagne, Oui, à Larigot, de la cocaïne, tout à lors fait. des Oui. La réunions, cocaïne aussi, tout à fait. voilà. Alors, je vais clore quelque chose, ça va être très dur et ça va plaire. Messieurs et mesdames les politiques, quelle que soit l'issue dont vous êtes, l'issue de votre famille, je veux dire, le nom de votre famille, je m'en moque. Vous avez bien travaillé pour la France ou vous avez mal travaillé pour la France. Le Nuremberg 2 va vous juger. Si vous êtes innocent, vous serez blanchi et tout ira bien. Maintenant, si vous êtes jugé coupable, je veux vous dire les yeux dans les yeux, là encore de la façon la plus dépassionnée qui soit, sans haine, vous serez exécuté. Il n'y a pas de, il y a toujours, la peine de mort a toujours cours en France. L'absence de constitution ne l'éteint pas. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Vous avez triché avec le peuple de France, vous lui avez fait mal, vous avez tué au Covid, durant la période du Covid, vous avez tué, vous serez exécuté, mais après un jugement. C'est ce que je voulais dire. Merci, Serge. Non, je ne suis pas désolé pour vous. Il fallait réfléchir avant d'agir. Vous vous êtes cru arriver, vous avez cru qu'obéir à le monsieur de Davos, là, monsieur Schwab, c'était bien. Il faudra que vous en assumiez les conséquences. Nous verrons si là encore, vous serez des hommes, vous serez des femmes dignes, si vous saurez mourir dans la dignité. Parce que de toute façon, vous serez exécuté. Waouh! Voilà. Voilà, bah écoute, c'est chaud, mais à la fois, il y a eu Mais assez c'est de ce que morts. pensent 80% des Français maintenant. Exactement, exactement. Voilà. Serge, je te remercie vraiment pour ta visite sur Reporter Citoyen. Je te remercie de nous avoir fait confiance, de Oui. tes explications. Et est-ce que tu pourras me dire quand la vidéo passera, quand l'émission passera, s'il te plaît? Il n'y a pas de souci. C'est Tu auras le gentil. lien, tu auras tout ce qu'il Ok, faut, tu pourras la partager. Ça va? c'est parfait. Sans Merci beaucoup, modération. Anne. Et mes amitiés à la Belgique. Merci beaucoup, merci Serge, une belle À soirée. bientôt.